Donc, je suis Dr Colette Azandjemin. Je suis maître de conférences agrégée en santé publique. Je suis aussi spécialiste de nutrition et chef service nutrition au CHUMEL. Mon principal poste est à l'Institut régional de santé publique. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypertension artérielle, d'accord? Comment on fait sa prise en charge et sa prévention, d'accord? Vous en avez parlé tout au long de la journée, mais en quelques points, on va y aller dessus. Nous parlons bien sûr de prise en charge nutritionnelle, pas médicamenteuse. Nous allons, à tour de rôle, nous questionner sur c'est quoi l'hypertension artérielle, qu'est-ce qui cause l'hypertension artérielle, comment le reconnaître, quelles sont les conséquences, comment on traite l'hypertension artérielle et comment se prémunir de l'hypertension artérielle. En mise en contexte, la première chose, c'est de dire que l'hypertension artérielle, c'est la force avec laquelle le cœur va pomper le sang pour l'envoyer dans les artères et dans les vaisseaux. D'accord? En général, on mesure la tension artérielle par la quantité de sang pompé par le cœur et par la résistance rencontrée par le flux de ce sang-là dans les artères et les veines. Donc, le cœur envoie le sang dans les artères et il y a une résistance au niveau des artères. C'est la résistance qu'opposent les artères au passage de ce sang-là que nous mesurons. D'accord? Donc, c'est pour ça, pour prendre la tension, on presse pour comprimer et en relâchant, on va voir à quel degré les artères sont capables de se relâcher. Donc, c'est la résistance que nous mesurons. Les artères et les veines, bien sûr. Et vous savez que c'est les artères qui vont acheminer le sang vers les organes et les veines qui vont ramener le sang des organes vers le cœur. Alors, nous avons donc un niveau de pression minimale qui est attendu, une pression maximale et une pression minimale. C'est ce que nous mesurons souvent, que vous avez mesuré aujourd'hui en prenant la pression artérielle. L'hypertension artérielle donc sera donc la pression artérielle qui est élevée, puisque nous avons mesuré une pression. Donc quand la pression artérielle là est élevée au-delà de la norme, de la pression maximale attendue et de la pression minimale attendue, nous dirons que nous avons une hypertension artérielle. En général, à partir de 140 pour la pression maximale et 90 pour la pression minimale. Mais pour des gens qui sont déjà à risque, ce seuil va descendre. Par exemple, pour un diabétique, ça va être à 135, 85 par exemple. Donc, on peut mettre des normes beaucoup plus basses pour des gens qui sont déjà à risque de certaines maladies. L'hypertension artérielle est très fréquente. Elle est très fréquente dans nos contrées. Au Bénin, la prévalence est assez élevée. Je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres pour vous alarmer, mais on sait qu'au Bénin, nous avons au moins le tiers de la population qui est hypertendue. Et ça, ce n'est pas du tout gai. Donc, ce schéma ce dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à la pression artérielle, où je disais au niveau du bras, quand nous on pompe, on comprime l'artère et quand on ouvre, progressivement le sang passe. Et c'est au moment où le premier bruit passe, qu'on voit, c'est la pression maximale. Et progressivement, jusqu'au moment où le sang va continuer à couler normalement, c'est à partir de ce moment qu'on aura le dernier bruit. Donc, nous avons la pression maximale et la pression minimale, donc la systolique et la diastolique. Voilà pour mesurer la pression artérielle. Nous allons installer quelqu'un, le monsieur ou la madame, sur une chaise ou couché. Il sera bien au repos pendant 10 à 15 minutes, parfois même 20 à 30 minutes, pour être sûr que les agitations de la journée, les allées et venues ne vont pas être la cause de l'hypertension artérielle. Et nous allons mesurer la pression artérielle à un bras, n'est-ce pas? Nous contrôlons au second bras. Et pour être sûr que la pression que nous avons mesurée est la bonne, nous pouvons faire ces mesures-là 2 à 3 fois à chaque bras.
et nous sommes sûrs que nous avons des chiffres adéquats et nous faisons la moyenne du chiffre que nous avons mesuré 2 à 3 fois sur un bras pour avoir le chiffre sur le bras et la moyenne sur l'autre bras. D'accord? Qu'est-ce que nous obtenons? Chez un adulte de 18 ans et plus, la tension artérielle normale, optimale que nous voulons, quand elle est optimale, elle est moins de 12 ou 120 mm de mercure pour la maximale, la systolique, et 80 pour la diastolique. Légèrement en dessous, pas vraiment bas. Quand elle est normale, nous sommes donc à entre 120 et 129, avec la diastolique entre 80 et 84. À partir de 130 à 139, c'est normal, mais c'est haut. C'est un normal haut pour la systolique et 85 à 89, un normal haut pour la diastolique. C'est quand même haut. Ça commence à s'inquiéter. Et à partir de 140, comme je l'ai dit tantôt, nous avons une hypertension artérielle pour la systolique et 90 pour la diastolique. Et cette hypertension artérielle, on va distinguer des grades. D'accord? Pour l'hypertension de grade 1, nous serons donc entre 140 et 159 pour la systolique et 90 à 99 pour la diastolique. Vous savez, très souvent, les chiffres qu'on nous donne, on dit souvent 14,9. On ne dit pas 140, 99. Vous comprenez? C'est pour ça que je le précise pour que vous ne soyez pas inquiet par rapport à ce que vous entendez d'habitude et ce que je vous dis. Moi, je vous dis tout le chiffre, donc c'est 140, 80, 90 qui est la norme. Et quand je commence à aller de 140 à 159, j'ai eu une hypertension artérielle, mais de grade 1. Et pour la diastolique, de 90 à 99 pour la diastolique. Au niveau du grade 2, on a le grade 2 à partir de 160 à 179 pour le grade 2 en diastolique et en systolique, et en diastolique 100 à 109. C'est vrai que ce n'est pas que des agents de santé qui nous écoutent, mais c'est bon qu'ils sachent qu'il y a des grades. D'accord? Et le grade 3, dès que la pression systolique est à 180 et que l'autre chiffre est supérieur à 110, là, nous avons une hypertension artérielle de grade 3. On peut avoir des hypertensions qui sont isolées. Une hypertension, des pics comme ça, et puis ça, tout revient à la normale. Et dès que c'est supérieur ou égal à 140 en systolique et 90 en diastolique, on se dit systématiquement qu'il y a un problème. D'accord? Quelques symptômes. En général, il n'y a pas de symptômes. L'hypertension peut être là, on n'aura pas de symptômes. Et je dis souvent que c'est un tuyau à bas bruit. D'accord? On peut découvrir l'hypertension fortuitement lors d'une consultation parce qu'il y a une maladie, il y a quelque chose, fortuitement découvre l'hypertension artérielle. Sinon, très souvent, c'est les maux de tête intenses qu'on peut avoir, le vertige par moment, on ne comprend pas ce qui se passe, les bourdonnements d'oreilles, les troubles de la vision, on voit parfois flou, ce n'est pas bien clair, ou bien le nez a saigné. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un saignement dans le nez, ou mon cœur bat un peu vite par moment, je ne comprends pas ce qui se passe, ou la poitrine qui fait mal, ou des difficultés à respirer. Parfois, on a la nausée, parfois c'est des vomissements, on ne comprend pas trop, parfois on est inquiet, une inquiétude qui vient là, où on est confus, les idées ne sont pas souvent claires, et quand c'est comme ça, on ne sait pas qu'on a une hypertension artérielle. Et là, il faut faire attention. Il vaut mieux faire prendre sa pression artérielle pour savoir si c'est une hypertension artérielle ou pas. L'hypertension artérielle peut donner des complications. Les complications aussi sont à bas bruit. C'est quand elles sont bien graves là qu'on s'en rend compte et presque tous les organes sont touchés, vous les voyez bien. On peut faire un AVC. Un AVC, c'est souvent au niveau du cerveau où il y a deux phénomènes principaux dont je vais parler tout à l'heure. Ou on peut être aveugle. La pression est trop forte sur le nerf optique et sur les vaisseaux au niveau
de la rétine, on peut être aveugle. On peut avoir au niveau de tous les vaisseaux des plaques d'athéromatose, des plaques, pardon, d'athérosclérose ou des athéromes qui peuvent épaissir la paroi intérieure des vaisseaux. Ce qui fait que quand le sang va vouloir couler, il trouve des obstacles. Et là, vous voyez que la pression va être plus haute. D'accord? Voilà. Donc, ça va avoir des dommages importants sur les artères qui, à un moment donné, peuvent juste craquer. Ils peuvent craquer au niveau du cerveau, ils peuvent craquer partout. D'accord? Vous pouvez avoir des problèmes au niveau du cœur, au niveau du rein, avec une insuffisance rénale. Et même parfois des problèmes au niveau des membres inférieurs, au niveau des vaisseaux, des veines, des membres inférieurs, à cause de l'hypertension artérielle. Une des conséquences qui nous fait peur, une des complications qui nous fait peur au niveau du cerveau, c'est souvent l'accident vasculaire cérébral. Et cet accident vasculaire cérébral, il y a deux principales sortes dont on parle. C'est l'accident par ischémie, donc il y a un caillot, pas de sang, mais un caillot qui peut être de la graisse ou autre chose qui va aller bloquer le passage de l'artère. Et d'un seul coup, le cerveau n'a plus assez d'oxygène, la personne tombe dans les vapes, fait une hémiplégie, mais ce n'est pas le sang qui a créé ça. Ce n'est pas une artère qui a éclaté. Mais là, dans la deuxième condition, nous pouvons avoir une artère qui a éclaté, ou une veine, un capillaire qui a éclaté au niveau du cerveau. Il y a du sang qui va se répandre dans le cerveau. Et à partir de ce moment-là, la personne peut faire aussi une hémiplégie. Et la mort est plus rapide dans ce cas si rapidement on ne va pas arrêter l'hémorragie et enlever tout le sang qui va couler au niveau du cerveau. Qu'est-ce qui cause l'hypertension artérielle? Plusieurs types de facteurs existent. Nous allons avoir des facteurs qu'on peut modifier, qu'on peut changer, sur lesquels on peut agir, mais on peut avoir des facteurs sur lesquels on ne peut rien, parce que ça ne dépend pas de nous. Nous allons beaucoup nous attarder sur les facteurs sur lesquels on peut agir. Et un des principaux facteurs sur lesquels on peut agir, c'est l'alimentation. Quand notre alimentation est déséquilibrée, c'est un grand facteur d'hypertension artérielle. Mais il est déséquilibré en quel sens? Quand l'alimentation est remplie de sel, riche en sel, alors le risque d'avoir une hypertension artérielle est présent. L'alimentation riche en sel, ce n'est pas la seule le plat que nous avons devant nous. On goûte et il y a du sel. Ce n'est pas forcément ça. Vous savez comment nous cuisinons dans nos contrées. Imaginons que je veux faire une sauce de légumes. Qu'est-ce que nous faisons souvent? J'écrase mes condiments, ils sont là. Mais les autres choses, je vais mettre du poisson, n'est-ce pas? Si c'est du poisson à frire, je vais saler le poisson, l'assaisonner, le frire. Du sel. Je vais prendre les crabes, je vais les bouillir, saler. Je vais prendre le paiement, je vais le bouillir, saler. Je vais prendre le boussi, l'assaisonner, le saler avant de faire les boules. Et tout ça a été salé. Le rafiti, il est là, il est salé. Je viens mettre ma tomate et tout ça et j'ajoute tous ces ingrédients. Et très souvent, je goûte, j'ai l'impression que ce n'est pas assez salé. Et je rajoute encore du sel. Quand nous rajoutons du sel, tout le sel qu'il y avait déjà dans ces autres aliments sont cachés dans les cellules de ces aliments-là. On a l'impression qu'ils ne sont pas salés. Pris individuellement, ils sont salés. Et mis ensemble, ce n'est pas forcément salé pour celui qui mange un peu salé. Donc, il rajoute le sel. Ce qui fait qu'à la fin, le repas contient trop de sel. Et celui qui ne supporte pas le sel va se rendre compte qu'il y a trop de sel. Voilà nos habitudes qui font que nous consommons trop de sel. Nos goûts aussi ne sont pas bons. Nous voulons manger trop salé, trop assaisonné. Alors que l'aliment même a un goût. Il faut pouvoir apprivoiser le goût de l'aliment. Apprécier le goût de l'aliment. Quand je mange une salade et que je mets beaucoup de sel, le goût de la carotte, est-ce que je la reconnais encore? Est-ce que je le reconnais encore? Le goût de chaque ingrédient, je ne le reconnais plus. Finalement, c'est le goût du sel et des autres condiments que nous cherchons pour pouvoir manger le repas
au lieu du goût de l'aliment. Je fais un ragoût, par exemple, de patates douces et je mets beaucoup de sel. Donc, je vais goûter le sel, goûter tous les ingrédients, mais la patate même, son petit goût sucré, son goût sans tout le sucre, tout ce qu'il apporte, je ne vais plus le ressentir. Je fais mon repas, tomates, oignons, ail et tout ça. Si je laissais bouillir, mijoter, je suis presque sûre qu'à la fin de mon repas, je n'aurai plus besoin de tant de sel. Mais, dès que nous mettons le sel, nous mettons le cube, nous mettons tout, ils prennent le temps de diffuser dans le repas, et à la fin, nous goûtons, on dirait qu'il n'y a pas assez de sel, on rajoute. Et puis après, on rajoute. Et en fin de compte, il y a trop de sel dans notre repas. Donc, la consommation du sel est un vrai problème. L'Organisation mondiale de la santé nous a dit, comme recommandation, après plusieurs études où ils se sont rendus compte que la quantité de sel qui augmentait le risque de faire les maladies cardiovasculaires dont j'ai parlé tout à l'heure, maladies du cœur, maladies des vaisseaux et AVC, toutes ces maladies-là, la quantité de sel qui nous met à risque de faire ces maladies-là, c'est 5 grammes de sel par jour. 5 grammes, ça fait une cuillère à café par jour. Ce qui fait 3 grammes de sodium par jour, que nous ne devons pas dépasser ça. Mais nous dépassons largement. La consommation moyenne dans notre pays, c'est au moins 10 grammes. Tout simplement parce que nous ne goûtons pas les aliments, mais nous goûtons le sel et les assaisonnements. Et c'est énorme. Vous comprenez que la proportion de personnes qui font l'hypertension artérielle dépasse les 25%. D'accord? Donc la consommation de sel est à revoir. Dans le pain, il y a beaucoup de sel. Dans plein d'aliments, il y a beaucoup de sel. Nous le verrons tout à l'heure, je vous le montrerai. La consommation d'alcool va nous mettre à risque d'hypertension artérielle. La consommation excessive d'aliments riches en graisses saturées. Les huiles qui sont épaisses, qui sont lourdes, sont des graisses saturées. Dès que nous les laissons à température ambiante, ils vont se coaguler. Ce sont des graisses saturées. Les graisses d'animaux sont saturées. Donc, quand nous consommons trop d'aliments comme ça, nous avons un risque élevé d'avoir l'hypertension artérielle. On parle ici d'acide gras trans. Quand nous consommons d'aliments riches en acides gras trans, nous sommes à risque. Mais c'est quoi les acides gras trans? C'est l'huile que nous avons mis au feu, que nous avons chauffé trop. Dès qu'elle chauffe trop, elle va se transformer en acide gras trans. Mais c'est le pain, le croissant dans lequel nous avons mis le beurre et que nous avons mis au four. On a mis à 200 degrés ou 180 degrés. Cette grande température va dénaturer l'huile qui est dans le croissant et nous avons les gras trans. Vous comprenez maintenant? Donc, tout ce que nous surchauffons, même dans le teriyata, on a plein de gras trans, oui. Notre fast-food préféré, n'est-ce pas? Tous les fast-foods qui ont été surchauffés, où il y a de l'huile qui a été surchauffée, il y a des gras trans auxquels nous ferons face. Et quand nous consommons très peu les fruits et les légumes, nous sommes aussi à risque. Parce que les fruits et les légumes vont apporter des oligo-éléments, des vitamines, des minéraux qui vont nous aider à pouvoir mieux gérer tout notre métabolisme. Lorsque nous n'avons pas d'activité physique, ou trop peu d'activité physique, ou lorsque nous sommes sédentaires, nous sommes à risque d'hypertension artérielle. Parce que être sédentaire est différent de avoir une activité physique. Être sédentaire est lié à la durée, le temps que je fais au cours d'une journée en position assise ou couchée, ou dans une position où je ne bouge pas. Si c'est plus de 8 heures, je suis un bon sédentaire. D'accord? Or, la plupart d'entre vous, vous passez combien de journées assises? Pour ceux qui sont présents? En journée. Il faut compter, voir. 4 à 6 heures, hein, assis. Et la nuit? C'est pratiquement 8 heures. Certains vont même jusqu'à 9 heures, 10 heures. Quand vous ajoutez tout ça, le temps que nous faisons coucher ou assis est trop élevé. Et c'est comme ça pour tous ceux qui travaillent assis ou font des travaux cognitifs, où
pour ceux qui sont au marché, tous ceux qui travaillent dans une position assise, la couturier, tout ça. Par contre, celui qui a une activité où il a besoin de se lever, de bouger et autres, là, il va rester debout longtemps, il va marcher longtemps, il va utiliser tout son corps pendant longtemps. Il est moins sédentaire que nous. Maintenant, pour ceux qui sont sédentaires, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont comme alternative? C'est de pouvoir faire l'activité physique. Au moins une activité physique modérée, qui va consister en une marche ou en faire du vélo ou bien faire le ménage à la maison, mais de façon plus intensive, le jardinage et tout ça. Quand ils ne font pas ça, ben, ils n'ont pas d'activité physique suffisante. Donc, il y a une différence entre sédentarité et manque d'activité physique. La consommation de tabac aussi est un grand facteur, et le surpoids et l'obésité, ou l'obésité est un facteur de risque. Venons-en maintenant au facteur de risque non modifiable, c'est la génétique, mon capital génétique. Je suis né dans une famille hypertendue. J'ai un capital de génétique qui me met à risque de faire une hypertendue. Attention, je suis à risque, je ne suis pas obligé de. Être à risque n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que je suis à risque que je dois en faire. Donc, libre à moi de pouvoir contrôler et utiliser tous les conseils pour pouvoir garder une pression artérielle normale. L'âge avancé, plus on vieillit, plus on est à risque de diabète. Parce que tout vieillit, les artères aussi vieillissent, la résistance va être plus élevée. On est à risque de faire l'hypertension artérielle, surtout à partir de 65 ans pour les personnes âgées, mais on constate que dans nos pays africains, à partir de 40 ans déjà, on est à risque d'hypertension artérielle et l'âge diminue. Bientôt, on nous parlera de 35 ans. C'est trop jeune pour faire l'hypertension artérielle et les autres maladies cardiovasculaires. Donc, il nous faut nous prendre au sérieux par rapport à notre alimentation, par rapport à notre activité physique, par rapport à la consommation d'alcool, la consommation de tabac et au sommeil pour avoir une pression artérielle normale. Ceux qui ont d'autres maladies comme le diabète par exemple ou une maladie rénale sont aussi plus à risque de faire une hypertension artérielle. Je vais aller directement sur la prévention. Que faire? Que faire? Il faut agir sur les facteurs de risque, n'est-ce pas? Lesquels facteurs de risque? Ceux qui sont modifiables. On ne peut faire que ce qui est possible de faire. Et nous avons dit qu'il y a des principaux facteurs de risque. Vous pouvez m'aider à les citer? Lesquels? Oui. Oui. Bien sûr. La consommation d'alcool, la consommation de tabac, n'est-ce pas? Et quoi encore? Le surpoids et l'obésité. Maintenant, quand on dit l'alimentation inadéquate, quoi dans l'alimentation? La consommation excessive de sel, la consommation de gras saturés, de gras sans, donc toute matière qui est trop grasse, les huiles, les beurres et tout ça, surtout si on les chauffe. C'est ça qu'il faut éviter. Quoi d'autre? La consommation insuffisante de fruits. On ne prend pas assez de fruits. D'accord? Donc voilà les facteurs sur lesquels nous allons miser. Et combattre de toutes les façons l'obésité et combattre le fait de ne pas dormir assez. Qu'est-ce qui se passe là? Qui vous voyez là? Et qu'est-ce que vous voyez? Il fume. Il boit aussi. Il boit quoi? Il y a la bière. Ah, d'accord. Il est assis. C'est la bière là-bas, hein? Et les autres petites boissons là? Hein? C'est du soda. Bon, on ne sait pas. On n'a pas la précision. Très bien, monsieur est assis. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est quelque chose que vous validez? Moi, je ne valide pas. Je lui donne carton rouge. D'accord? Donc, premier conseil, il faut éviter le tabac. On est d'accord sur ça? Tout le monde est d'accord? Excellent. Deuxième conseil, il faut réduire la consommation d'alcool. Et il y a des règles pour réduire la consommation d'alcool.
Première règle, si vous consommez de la bière, combien de verres par jour ou combien de bouteilles par jour? Une bouteille. Laquelle? La petite bouteille. Une bouteille par jour à ne pas dépasser. On est d'accord? Très bien. Si c'est du vin, combien de verres? Un verre. Mais quel verre? Le verre de vin, n'est-ce pas? Est-ce qu'on le remplit? Non. Le verre de vin, il y a une quantité. C'est à peu près 40 millilitres dans le verre de vin. C'est un peu moins de la moitié. À ne pas dépasser par jour. D'accord? Si je veux boire du sorabi, c'est quelle quantité? Un talopémi. Et si c'est le tchoukoutou? Un verre bambou. On est d'accord? Le verre de palme n'est pas, oui, c'est un verre bambou. On ne dépasse pas un verre bambou. D'accord? Le verre de palme est comme le tchoukoutou. Ce n'est pas encore de l'alcool pur. Un verre bambou. On ne dépasse pas ça. C'est bon pour l'alcool? D'accord? Mais il est bon de savoir, contrairement à ce qui est dit, l'alcool n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'organisme. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi que je ne vais pas répéter. L'alcool n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'organisme. Il peut être toxique pour l'organisme, même à toute petite dose, même à faible dose, il peut être toxique à l'organisme. L'alcool n'est pas nécessaire à l'organisme. Même à faible dose, il peut être toxique. Si on peut l'éviter, évitons-le. D'accord? Donc, plaisir dans l'alcool, c'est la mort assurée à petit feu. C'est lent, mais c'est certain. Et puis, tabac et alcool ne font pas bon ménage. On est d'accord? À proscrire de toutes les façons. D'accord? Troisième conseil, les boissons sucrées. On se demande, mais finalement, je bois quoi? Les boissons sucrées, non plus. Pourquoi? Parce que le sucre que je vais consommer en trop va se transformer en matière grasse, donc en graisse, et aller toujours occuper l'espace entre mes vaisseaux et donner les plaques d'athérome et empêcher le sang de couler. Donc, je suis toujours à risque. Au niveau de mon cerveau, quand il y a ces plaques qui vont être au niveau des vaisseaux du cerveau, qu'est-ce qui se passe? En voulant se contracter, il n'a pas la force, paf, il va se casser. Le sang peut venir. Ou le caillot de graisse peut aller boucher. Est-ce que ça vaut la peine? Le sucre en trop est nuisible. D'accord? Et c'est pour ça, la meilleure boisson que j'ai et qui ne mange jamais, c'est quoi? La voilà, la princesse. L'eau ne ment jamais. Et dans cette eau, si je ne veux pas avoir le même goût, si je veux améliorer le goût, je peux mettre tous les ingrédients que je veux. Je peux mettre des feuilles aromatiques, hein. Je peux mettre du persil, je peux mettre la citronnelle, je peux mettre un peu de citron, ou bien vous pouvez même prendre la bouteille d'eau comme ça, sans chauffer, hein. Vous mettez un peu de tout ce que vous voulez, un peu de cannelle, de persil et un bout de citron coupé, déposé dedans simplement comme ça. Vous venez me raconter après, hein. Tellement c'est bon qu'on n'a pas besoin de boisson. Est-ce que j'ai dit que j'ai mis du sucre dedans? Je mets un peu de concombre, un peu de citron. Je laisse rafraîchir un peu pour ceux qui aiment frais. Encore que ce n'est pas nécessaire de boire frais, n'est-ce pas? Je dépose à table, quelques minutes après, tout le goût du concombre, toutes les vitamines qui sont dedans vont être déchargées dans l'eau et moi je bois. Essayez, comme je dis, le persil. Essayez la cannelle dans l'eau. Buvez tous les micronutriments, les oligo-éléments, tout. Et essayez différentes choses que vous connaissez, différents fruits que vous connaissez, différentes feuilles que vous connaissez. Mettez dans l'eau, lavez bien, désinfectez bien, mettez dans l'eau que vous voulez boire. Laissez-la. En général, moi, je ne laisse même pas. En voulant partir au travail, je charge ma bouteille des feuilles ou des légumes que je veux.
et je pars avec. Et puis, ah, d'accord, on n'a pas besoin de boissons sucrées ou alcoolisées quand on connaît ça. C'est quand on ne connaît pas qu'on cherche à boire ces boissons-là. Donc, on a des alternatives. Ou bien vous mettez un peu d'orange dedans, un peu de tout ce que vous voulez pour parfumer à votre goût. Alors, regardez-moi ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Un peu ou beaucoup? Ça allait beaucoup, hein? Ça remplit le bol et ça déborde. C'est une alimentation qui n'est pas souvent équilibrée et qui est abondante. Donc, on lui donne un carton rouge. D'accord? Que fait ce monsieur? Il mange, il boit, assis, pendant que les autres jouent et se donnent la bonne santé. Lui, il s'empiffe et il est assis et il ne prend pas de bonnes choses. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Bon, carton rouge. D'accord? Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a une maman, la maman qui est au fond, qui est assise, en train de manger. Les autres mamans qui sont assises en train de bavarder. Alors que celle qui est au milieu a dit, si je fais ça, je pourrais avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle marche. Venez, on va marcher, les appelle. Elle me fera, mais non, on n'en veut pas. Ah, vous n'en voulez pas. Bientôt, vous allez avoir les maladies. Ne venez pas vous plaindre. D'accord? Marcher. Ne pas marcher est un facteur de risque. Donc, marcher est la bonne chose à faire. Donc, normalement, elle devait avoir un bon cadeau, n'est-ce pas? Donc, on va lui décerner un satisfait. Bon, je ne l'ai pas mis le satisfait, mais vous le savez bien. Qu'est-ce que la maman l'a fait? Elle est en train de renverser l'huile dans la sauce sans mesurer tout. Elle va vous dire quoi? Amiaïma. Ou bien, mais elle dit s'il n'y a pas assez d'huile, ça ne sera pas doux. N'est-ce pas? Bon. Comment on appelle maman comme ça? Assassin. Ou ignorante. On va plutôt le dire ignorante, hein? Parce qu'elle ne sait pas. Elle pense bien faire. D'accord. Ils savaient pourtant, mais ils n'arrivent pas, ils n'ont pas la force de s'en sortir. Et ils n'ont pas la connaissance de comment faire pour que ça ait un bon goût et qu'ils n'utilisent pas beaucoup d'huile. C'est là, nous, notre rôle à nous, de leur enseigner comment il faut faire. Enseigner. Les gens ne savent pas comment cuisiner les aliments bons pour la santé. Ils cuisinent beaucoup, mais cuisinent pour la bouche. Le plaisir de la bouche, mais pas pour le plaisir de la santé. Beaucoup cuisinent pour la bouche, pour le goût. Mais désormais, nous allons cuisiner pour la santé. Qu'est-ce qu'on fait à la maman là? Carton rouge. Ah, en voilà. Attention. Carton rouge quand nous mangeons beaucoup de ja. Carton rouge au yobo de corps. Carton rouge au tchachanga. Le tchachanga où il y a beaucoup de graisse. On peut manger le tchachanga, c'est de la viande. Mais demandez qu'on enlève les parties où il y a de la graisse. Là, votre tchachanga est tranquille. D'accord? Teviata, frites, hamburger. C'est plein de quel gras? Les mayonnaises. Non, il y a déjà les gras trans et autres dans le pain. Et après, on met de la mayonnaise beaucoup et on met la viande qui contient des graisses et tout. Qu'on accompagne encore de frites, les frites qui ont absorbé de l'huile. On met un tout petit peu de salade pour tromper sa propre vigilance. Se donner une bonne conscience. J'ai pris des légumes. Alors que, d'accord, on les voilà alignés ici. Plein de pâtés, ceci, cela, arrosés de bière ou de coca. Et n'oubliez pas la boîte là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Les pizzas, les croissants, les shawarma, tout ça, beaucoup de graisse.
Il n'est pas interdit de prendre un shawarma. Prenez votre shawarma, mais dites à celui qui vend le shawarma, je ne veux pas de mayonnaise ou très peu. Mais ils ne comprennent pas le très peu. Donc, il vaut mieux dire pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui a à la viande, qui a déjà des graisses, on trompe un peu en mettant un peu de légumes pour se donner bonne conscience. Mais il y a aussi les frites. Donc, si je peux le manger le moins possible, ce serait bon. C'est vrai que c'est bon pour la bouche. Et j'ai l'habitude de dire, quand c'est bon pour la bouche, ce n'est pas forcément bon pour la... D'accord? C'est parce que, nous disons souvent ça, parce que nous ne savons pas cuisiner les aliments qui sont bons pour la bouche et pour la santé. Donc, on va apprendre à faire les deux désordres. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir comme conseil? Il faut réduire l'huile et les matières grasses. Au lieu de mettre juste l'huile et en mettre dans les pâtés plein, qu'est-ce que je dois mettre? Prendre une cuillère. Et je vais mettre l'huile presque à la fin de la cuisson parce qu'il ne faut pas trop la chauffer. Pourquoi? Pour éviter qu'elle ne devienne un gras trans. Vous avez très bien compris, bravo. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons dit que c'est un des ennemis de la pression artérielle, non? Voilà. Donc, le sel, nous devons réduire le sel et les aliments qui sont salés. Le sel va se retrouver en grande quantité dans les bouillons. Les bouillons sont en grande quantité du sel et des exhausteurs de goût, des substances qui font que le goût est très vite exacerbé, comme le glutamate et autres. Donc, il faut éviter les cubes. Si nous savons cuisiner, nous nous rendrons compte qu'on n'en a pas besoin. C'est ne pas savoir cuisiner qui amène à utiliser les cubes. D'accord? Et on dit souvent, ah, on n'a pas l'argent pour beaucoup de condiments. C'est faux aussi. C'est aussi faux. On n'a pas besoin de beaucoup de condiments pour avoir un bon repas. On peut cuisiner avec peu de condiments et avoir un bon goût. Je me rappelle mes tantes au village, j'étais là un jour et puis je la vois prendre un petit oignon, elle prend le doevi, elle enlève les poissons qu'elle met de côté et puis elle prend la tête, elle mélange avec tout ça et quelques condiments, elle écrase. Le truc était tellement petit, mais elle met sur le feu. Quelques minutes après, me voici en train de savourer une sauce de légumes. Dans sa simplicité, mais dans tout son goût. Dans tout son goût. Hommage à cette femme qui m'a montré ça. Vous voyez? Donc, ce n'est pas savoir cuisiner. On ne veut pas faire des efforts pour cuisiner. Il y a un ingrédient qui manque souvent à nos repas. La personne qui me dit l'ingrédient va avoir 1000 francs. Quel est l'ingrédient principal qui manque à nos repas? Je montre les enchères. 5000. Oui. Ingrédient principal. Oui. Non, c'est bon tout ça, hein? Mais j'ai dit ingrédient principal qui manque à la cuisinière pour sortir un bon repas. Oh, c'est l'amour. C'est l'amour qui manque. C'est l'ingrédient principal de la cuisinière ou du cuisinier. Je veux faire quelque chose de bon. L'amour et le bon vouloir. Ça suffit pour intuitivement voir qu'est-ce que j'ajoute. C'est de là, qu'est-ce que j'ajoute. À quel moment je le mets. Pendant combien de temps je le mets. Pour qu'en fin de compte, j'ai quelque chose de savoureux. C'est l'amour, le bon vouloir. Quand j'ai ça, finalement, mon repas est toujours bon. Parce que le vrai ingrédient est rentré dans le repas. D'accord? Vous allez expérimenter, vous me direz. Quand vous allez cuisiner juste comme ça, on mange les mêmes ingrédients, ça ne donnera pas. Mais les mêmes ingrédients avec le bon vouloir et l'amour, vous verrez le goût, c'est différent. Mais comme ils ont dit, leurs réponses sont justes. L'oignon, l'ail sont des condiments clés pour nous, notre cuisine. Notre cuisine d'Africains, nous mangeons très goûteux. Mais l'oignon et l'ail sont le secret.
il ne faut pas lésiner sur ça. Vous mettez assez d'ail, est-ce que vous n'allez pas bien digérer? Est-ce que ça ne va pas être plus fluide? On dit d'ailleurs que l'ail fluidifie le sang. Donc, vous allez consommer quelque chose qui a un bon goût et qui va donner encore de la bonne santé. Donc, qu'est-ce qu'on dit au sel? On ne va pas lui donner carton rouge, mais on lui donne carton orange. Et on met un carton rouge sur les bouillons parce qu'on va les utiliser seulement encore que. D'accord? Dans quelques rares conditions. Souvent, ceux qui créent les bouillons vont les utiliser pour les soupes parce qu'ils ne mettent pas beaucoup de condiments. Mais là, nous, on a tous les ingrédients et tout, et on met encore le cube, ce n'est pas bon. Ce n'est pas nécessaire. Et je ne trouve pas de conditions d'ailleurs dans lesquelles on va l'utiliser parce que moi, je n'en ai jamais besoin. Et je pensais, on va croire que c'est parce que je suis nutritionniste. Non. Même mes enfants à la maison, 15 ans, 10 ans, cuisinent sans ça. Et vous allez vous couper vos petits doigts en mangeant. D'accord? En dehors du sel même, il y a du sel caché. Le sel qui est caché dans le pain. Le sel est caché dans le pain et dans toutes les viennoiseries. Le sel est caché dans les chips. Le sel est caché dans les olives et autres conserves. D'accord? Dans les pommes sautées, qui sont déjà congelées là. Dans les noix, dans les cubes, etc. Le sel est partout. Attention au sel. Et attention à l'obésité et au surpoids. Vous avez vu, la graisse dans son ventre là, quand c'est bourrelé là, c'est quoi? C'est la graisse, c'est pas autre chose. Et ce qu'il faut pour l'enlever, c'est quoi? Dépenser d'abord pour sortir le surplus et manger équilibré pour qu'il n'y en ait pas trop. Voilà le ventre du monsieur, ce qu'il y a dedans. D'accord? Vous avez vu la place qu'occupe la graisse, tout ce qui est jaune, c'est de la graisse. Même le long de sa colonne vertébrale, c'est la graisse. Vous avez vu? Pas très équilibré. Conseil 7, manger équilibré à chaque repas, autant que faire se peut. Manger équilibré veut dire quoi? Il me faut avoir des aliments de différents groupes. Et les principaux groupes, il faut penser que je dois avoir des aliments qui vont me donner de l'énergie, des aliments qui vont aider à ma croissance, les protéines, et les aliments qui vont me permettre d'avoir une bonne constitution, les fruits, les légumes. D'accord? Donc, dans mon assiette, à chaque fois, je dois penser à ça. Je dois avoir le tiers de mon assiette constitué de légumes, le tiers de viande et le tiers de féculents. Mais nous allons être plus précis. Parce que quand on dit tiers, ça dépend de la grosseur de l'assiette. Et en fin de compte, on va manger trop, ce qu'on ne fera pas. Si j'ai un problème d'AVC ou de diabète ou d'hypertension artérielle, j'aurai la moitié de mon assiette qui sera faite de légumes. La moitié sera alors de légumes et le quart de féculents et le quart de protéines. On n'a pas parlé de graisse parce que c'est très très peu. Et je ne dois pas oublier que je dois avoir un fruit à côté et boire de l'eau. Exemple, beaucoup de légumes pour manger très peu de chocolat. D'accord? Conseil 8, consommer beaucoup de légumes, souvent les légumes et beaucoup de légumes. D'accord? Les fruits, assez, pas beaucoup. Je vais vous dire les portions tout à l'heure. Parce que quand je dis beaucoup, pas peu, c'est combien? Très bien. Voilà le combien. Le combien pour tout ce qui est céréales ou tubercules. Céréales, c'est les grains, en dehors des haricots. Tubercules, c'est le manioc, l'igname et autres. Que ce soit l'un ou l'autre, je ne dois pas consommer chez une femme plus de 5 portions par jour. Donc 3 à 5 portions par jour. Chez un homme, 4 à 6 portions par jour. Quand la femme est allaitante, 5 à 6. Quand elle est enceinte, 4 à 6. Donc maximum toujours 6. Et une femme normale, son maximum est à 5. Or, c'est ce que nous faisons souvent. Le matin, pain, une baguette. Ça fait 2 portions. Plus d'autres choses. D'accord? On exagère. Vous allez voir ce que c'est qu'une portion quand je vais en parler tout à l'heure. Quand je prends les viandes, c'est 2 à 3 portions par jour. Les légumes, 4 à 6 portions. Vous avez vu? Les fruits, 2 à 3 portions. Les produits laitiers, 1
à 2 portions selon les besoins. C'est quoi une portion? Une portion, comme vous le voyez, c'est demi-baguette de pain en haut pour les céréales. La première ligne là-haut, pour les céréales, c'est demi-baguette de pain. Là, vu mon point rouge là. C'est demi-baguette, c'est écrit là. D'accord? Si je prends du riz cuit, c'est un bol. Le bol de pâte de 100 francs, c'est un bol qui est une portion. Si je prends Cosette d'igname, un bol. Ouakassa, un bol. Manioc bouilli, un bol. Mais le gari, c'est quart de bol. Parce que le gari, c'est du manioc qui a déjà séché. Et quand je vais mettre de l'eau dessus, il va gonfler. Il va remplir le bol. Vous avez compris maintenant? Voilà. Quand je pense aux protéines d'origine animale, donc viande, poisson, escargot et tout ça, pour les œufs, 2 œufs me font une portion. D'accord? Les crevettes, il me faut 24 petites crevettes ou 12 grosses crevettes pour faire une portion. Les crabes, il me faut 3 petits, par exemple. Le poisson, à peu près un bol, mais on va dire, si je prends le poisson, la paume de ma main, comme ça, suffit, comme pour la viande. D'accord? Quand je vais au niveau des haricots, donc les légumineuses, les portions sont claires. Le haricot, c'est demi-bol qui me fait une portion. Le soja, je prends la bouillie de soja non sucré, demi-bol. Le fromage de soja, un quart de bol. Un quart de bol. On sait à peu près. Si c'est les tranches, ça va être 2 petites tranches de mon soja là. Si je prends par exemple le vendou, c'est un 5e de bol qui me fait une portion. Voyez-vous? Quand je prends des arachides, c'est le tiers de bol qui me fait une portion. Donc c'est bon à savoir. Arrivé aux feuilles, en général, quand les feuilles sont crues, il me faut 2 proportions comme ça, mais 2 paumes de main pour me faire une portion. Mais quand c'est cuit, c'est beaucoup moins, c'est réduit, n'est-ce pas? Donc nous avons les portions. Si c'est une sauce feuille de menthe, là, demi-bol me fait une portion. Sauce tomate, demi-bol, n'est-ce pas? Mais quand c'est les tomates crues, il me faut 2 tomates crues moyennes, etc. Les laitues, vous avez vu, 2 bols de laitue crue me font une portion. Carottes, c'est une carotte moyenne à peu près. Les oignons aussi sont comptés comme un oignon moyen me fait une portion. Quand j'arrive au niveau des fruits, une petite banane, une orange moyenne, une mangue moyenne, une petite tranche d'ananas ou la grosseur de bol, d'un bol pour la papaye me font une portion. Et si je dois prendre des jus de fruits, 3 quarts de verre de bambou, me fait une portion. Le lait, pour les consommateurs du lait, j'ai l'habitude de dire que nous sommes des adultes, on n'a plus besoin de lait. Qu'est-ce qu'on cherche dans le lait? Souvent, on cherche le calcium. Mais nous pouvons trouver le calcium aussi dans d'autres aliments. Mais pour les consommateurs de lait, une cuillère à soupe de lait fait une portion déjà. Le yaourt, c'est un petit pot. Lait concentré, demi-boîte pour le lait non sucré. D'accord? Ou le fromage local, 2 petites tranches suffisent pour une portion. D'accord? Mais je peux avoir 2 aliments dans lesquels je trouve le calcium, à savoir dans le gombo, surtout le gombo qui est séché, même le cru, peut avoir beaucoup de calcium. Peut avoir le calcium dans les crabes, dans le crabe. Donc, le calcium se retrouve dans plusieurs aliments qui peuvent m'aider à suivre. Dans le pois d'Angole, par exemple. Alors, nous avons déjà vu cette image pour la sédentarité. Donc, conseil 10, il faut faire l'activité physique. Qu'est-ce qu'elles font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Les jeux. Et puis quoi encore? La danse, simplement. On fait des jeux, on court, on se rattrape. À Lugbarwe tantôt. Bien, vous avez fait à Lugbarwe ici? Vous connaissez ça? Vous savez faire Buntu? Voilà. C'est des jeux, d'accord? Ou des danses simples. Agbadja, Tchenkoumé, salsa, tout zéli, tout ce qu'on veut. Mais on crée ça et puis on danse. Ou bien les danses où vous sautez beaucoup maintenant là. Voilà. On peut faire tout ça comme type d'activité physique. Donc les activités physiques sont variées. La danse, le jardinage, les travaux domestiques,
le gymnastique, faire les escaliers, le vélo, le foot ou la natation, tout ça constitue des activités physiques, mais il faut les faire de façon modérée, que ça prenne pendant au moins 30 minutes. Aller à 1 heure, c'est encore mieux. Mais quand je dis le ménage, c'est pas si je fais ça de façon quotidienne, il faut qu'il y ait un peu d'intensité pour que ça prenne. Donc, on revient aux différentes activités dont j'ai parlé tout à l'heure. Faire le foot, aller faire du basket. Et surtout, il faut dormir à temps. Il faut dormir pendant des heures suffisantes pour être en bonne santé. Je vais finir donc par vous dire merci pour m'avoir écouté. Et s'il y a des questions, je prendrai une. Après, je vais vous faire un devoir pour voir si vous avez retenu. Voilà. Des questions? Oui? Oh. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ben, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais vous en poser. On va faire un quiz. Le monsieur là, qu'est-ce qu'il fait? Il mange bien, non? Il mange trop. D'accord. Donc, on n'est pas d'accord avec lui. Ce n'est pas une bonne attitude, non? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ne fais plus ça. D'accord? Et lui là, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est assis et puis? Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé à son pied? Le pied a été amputé. À cause de quoi? Très souvent un diabète. Et le diabète est un ami de l'hypertension artérielle. Et puis il ne voit pas, hein? Il regarde dans l'air. Donc l'hypertension est passée par là. Le diabète aussi a causé des problèmes à ses yeux. Est-ce que c'est bon ça? C'est pas une bonne attitude, hein? Qu'est-ce qu'on va dire? Carton rouge. On ne veut pas ça. D'accord? Très bien. Alors, ce bon monsieur, qu'est-ce qui lui arrive? Beaucoup. Et il boit du soda. Ah bon? Est-ce que c'est bon ça? Non, hein? Comment on va faire? Stop, arrête ça. C'est pas bon pour ta santé. Et puis, pour sa boisson? Non, ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut qu'il fasse comme la madame, hein? Vous avez vu son assiette? Pas beaucoup. Il y a du poisson, il y a les légumes. Vous avez vu les poissons et les légumes? Elle a des légumes là, un peu de céréales et de son poisson. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est de l'eau. Et qu'est-ce qu'il y a là? Un fruit avec le... Voilà, c'est comme ça qu'il faut manger désormais. D'accord? Très bien. On dit à la dame quoi? Super. Et là, eux, ils font quoi? Ils font quoi? Ils courent. Ah, est-ce que tout le monde court? Certains marchent et d'autres courent. Est-ce que c'est une bonne attitude? Oui? Une attitude pour la santé? D'accord. Qu'est-ce qu'on va leur faire? Bravo. Non seulement bravo, on dit quoi encore? Très bien. Ça, c'est quoi? Du Bénin, où nous avions tout à l'heure les différents groupes d'aliments. Qui va me dire les groupes d'aliments qu'il y a là? Dans un premier groupe. Ils sont où? En bas de la case. Donc, le bas de la case ici. Ils sont là et ils sont là. Ensuite, d'accord, nous avons la viande, les poissons, escargots, insectes, serpents, tout le reste ici. Ici, on a quoi? C'est quoi les légumineuses? Ah, ça, c'est trop de français pour nous autres. Les haricots. Haricots, voanzou, soja, lentilles, pois d'Angole et tout ça. Voanzou, d'accord? Donc, les haricots, si on peut dire. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il y a?
Ah, est-ce que vous avez constaté à quel niveau il se trouve? Et il commence par être sur le toit. Hein? Et regardez la quantité d'espace qu'ils utilisent. Ils sont plus nombreux. Hein? C'est un espace plus grand. Donc, il faut plus de légumes dans notre alimentation. Et là, les fruits. Il en faut, mais pas beaucoup. Hein? Et là, il en faut, mais très, très peu. Produits laitiers ou tout produit source de calcium. D'accord? Et quand nous mangeons comme ça, nous avons une bonne attitude et on se dit bravo. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est du macaroni. Seulement, sans rien. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est un seul groupe, c'est pas varié, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de produits, il n'y a rien. D'accord? Même s'il n'y a pas de protéines, il faut au moins les légumes. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a là? C'est du tchèp. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui. Comment on peut qualifier de ça? On va dire bravo. C'est équilibré à chaque groupe d'aliments. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est des frites. D'accord? Donc, il y a beaucoup de gras. Il va y avoir du gras trans. Qu'est-ce qu'on va faire? Stop, hein? Très bien. Et là, il y a du nenouille. Oui. Et du agbeli. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette assiette? Regardez les quantités. Une petite portion de agbeli, beaucoup de sauce, avec les poissons et les crabes qu'il faut. On a vu tout à l'heure les crabes, quelle quantité ça doit faire. Les crevettes, on a dit 12 petites. On n'a pas mis 12 petites, il y a 2 grosses, 12 grandes, pardon. On a mis 2. On a le crabe, vous pouvez avoir jusqu'à 20 grammes, 3 petites crabes, 3 petits crabes. On en a combien là? Un seul. Mais on a une tranche. Et 2? De gauche à droite? Je pense que c'est du fromage. Et du fromage. Et là, il semble qu'il y a un petit poisson. Bref, dans tout cet ensemble-là, avec pas beaucoup de pâtes, qu'est-ce qu'on va lui dire? Bravo. Il faut continuer pareil. Là, qu'est-ce qu'il y a? C'est un étudiant. Il y a du piron avec juste du moyo. Est-ce que c'est une bonne attitude? Est-ce que c'est un repas santé? Top. D'accord. Et là, du riz et autres. Stop. Là, la banane, et plein de choses. D'accord. Et là, la cassa, la viande, le piment. Il n'y a pas de légumes, hein? Hein? Ah, stop. Et c'est beaucoup. Et là, il y a un pilet, mais il n'y a pas de légumes dedans, hein? Il y a plus de pilet, plus de viande. Donc, stop. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi? Et puis, il y a trop d'huile, hein? D'accord? Au total, il faut toujours manger équilibré. C'est une bonne attitude pour laquelle on dit bravo. Et là, stop, hein? Et là, d'accord. Et là, merci pour votre attention. Très bien. Je suis contente d'avoir passé ces moments avec vous. Je vous souhaite du courage. Continuez à sauver le monde en donnant la bonne information, d'accord, et en œuvrant ce qui puisse se protéger. Merci bien, merci pour m'avoir invité et bon courage à vous tous. Merci.
C'est un plaisir. Chaque fois que vous avez l'occasion de servir, servir. Avec abnégation. N'attendez à rien. Faites ce que vous avez à faire, la nature se charge du reste. D'accord? Parce que quelqu'un vous a donné un jour. Vous avez le devoir de donner, de transmettre. C'est ce que nous essayons de faire. Bon courage à vous et retenez la leçon. Vous avez une dette maintenant. Vous devez faire quoi? Voilà.